Salut! Aujourd'hui on se retrouve pour un test du Ka-Bar USMC. Ce Ka-Bar USMC est disponible sur le site Extrême Couteau, je vous mettrai un petit lien dans la description. Avant de commencer les tests et la description du couteau, on va voir un petit peu d'histoire au niveau de la marque Ka-Bar et de ce modèle USMC. La marque Ka-Bar a pris ce nom vers 1900, avant ça s'appelait Union Cutlery. Et en fait le nom vient du fait qu'un jour un trappeur a perdu son arme à feu et a dû se défendre contre un ours avec son couteau, donc un couteau d'Union Cutlery. Et il a envoyé une lettre pour remercier donc Union Cutlery la qualité des couteaux qui lui ont permis de tuer un ours. Donc tuer un ours en anglais ça se dit kill a bear. Et en fait la lettre avait pris un petit peu l'eau, du coup il ne restait que ça pour kill a et ici pour bear. Donc en fait Ka-Bar veut dire kill a bear. Ils ont trouvé ça assez sympa, du coup ils avaient gardé ce nom pour leur couteau. Concernant ce modèle plus précisément, il a été produit lors de la Seconde Guerre mondiale pour équiper les Marines américains. Donc la production a débuté en 1942. À l'époque, il se faisait appeler seulement Ka-Bar, puisqu'il y avait écrit Ka-Bar de ce côté et seulement USA de ce côté. Ici, il y a écrit USMC, qui veut dire United States Marine Corps, qui veut dire donc le corps des Marines américains. Donc il est produit à l'identique depuis 1942. Au niveau des attentes de ce couteau, il a été produit évidemment comme un couteau de combat, mais également comme un couteau utilitaire qui pourrait permettre aux Marines de venir à bout de toute tâche. Donc pour travailler par exemple sur de la nourriture, avec une émouture plate ici, sur le début de lame, et un tranchant en V qui vont très bien pénétrer dans les légumes et la viande. Et également pour travailler sur toutes les tâches de bois, ce qu'on va voir un peu plus précisément ensemble aujourd'hui. Même si c'est un couteau qui a une vocation utilitaire, il ne faut pas se leurrer, c'est un couteau qui est avant tout destiné au combat. On va retrouver par exemple ici un contre-tranchant, donc qui s'affine ici. Donc la raison pour laquelle on a un contre-tranchant, c'est simplement pour mieux pénétrer lorsqu'on vient planter le couteau ou poignarder. Ici on a des petites rainures. Donc ces rainures sont un petit peu controversées puisque certaines personnes disent que c'est pour alléger le couteau et d'autres que c'est pour éviter que le couteau fasse succion avec le sang lorsqu'on va venir poignarder. Donc j'ai regardé un petit peu le procédé de fabrication de ce couteau et en fait la matière n'est pas enlevée, mais elle est simplement tamponnée. Donc en fait au niveau du poids ça ne va rien changer sur le couteau. C'est tamponné de la même manière que les inscriptions qu'on retrouve ici. Enfin on va avoir une garde ici donc, qui sécurise très bien la main lorsqu'on va venir poignarder également. Donc on va être arrêté au niveau de l'index et du pouce. Donc même si c'est un couteau utilitaire, c'est avant tout un couteau de combat. Au niveau de son côté utilitaire, il va afficher des belles dimensions, avec une épaisseur sur le dos de lame d'un peu plus de 4 mm, donc j'ai eu 4,20 sur mon pied à coulisse, une longueur totale de pratiquement 31 cm, une lame de 18 cm avec 16 cm et demi de tranchant, et une largeur de lame ici de 3 cm, un tout petit peu plus avec 3,1 cm. Le poids du couteau seul fait 299 grammes. Pourtant on le sent vraiment très très léger dans la main et avec son étui en cuir il fait 412 grammes. Au niveau de ses particularités, on va retrouver un manche en cuir. Donc en fait c'est tout simplement le même système que sur les manches de serpe. On va avoir une soie traversante au niveau du couteau dont on reparlera tout à l'heure. Et ensuite on va y placer des rondelles de cuir pour venir constituer le manche. Donc on voit bien ici chacune des rondelles. Et ensuite le manche est usiné pour créer ces petites rainures. Ce couteau est fabriqué aux États-Unis, comme on peut le voir sur l'inscription, ainsi que sa marque Ka-Bar. Et de l'autre côté, donc, son logo USMC qui est incrusté au niveau du ricasso. Sa lame est en acier 1095 au carbone, un 1095 Crovan. Sa lame est enduite d'un revêtement noir, donc revêtement qui a plusieurs fonctions. Donc une fonction militaire, comme on l'a vu, c'est un couteau de combat. Parce que simplement, avec ce revêtement noir, la lame ne va pas avoir tendance à refléter trop
la lumière de la lune par exemple, lorsqu'on va venir s'en servir la nuit. Et deuxième fonction, ça va éviter trop de corrosion sur la lame au carbone. Concernant mon affûtage d'origine, aucun souci. Il passe à travers du papier sans aucun problème, même si la pointe est un petit peu moins affûtée que le reste de la lame. Le reste est bien soigné. On peut également faire sauter les poils sans problème. On va voir ce que ça donne sur du bois. Bien que ce couteau ne soit pas en construction plate semelle, mais en soie traversante, je vais quand même venir bâtonner une grosse pièce de hêtre que j'avais refendue avec le round glass. Donc je vais commencer par attaquer les angles. Et si au fur et à mesure tout va bien, je passerai au milieu de la section. Je vais commencer par ce côté où on peut voir qu'il y a un gros nœud, voir ce que ça peut donner. Bon, ça vient de casser au-dessus du nœud. On va reprendre de l'autre côté. Même bilan. Bon, aucun souci. Je vais travailler un petit peu plus loin. Donc le couteau rentre bien dans le bois avec son émouture plate. Et si toutefois il arrive qu'on a à venir le replacer, on ne va pas vraiment pouvoir taper directement sur le manche. On pourrait, mais au fur et à mesure ça risque d'user les pièces de cuir. Par contre on va pouvoir se servir du pommeau en métal sur le bout pour venir le redresser. Donc là je suis vraiment en plein dans le nœud. Je vais essayer d'enlever des petites sections. Je vais continuer à travailler sur le nœud, voir si je peux passer à travers. Alors, pas de souci là-dessus. J'ai pu passer à travers du nœud. Et le couteau est toujours très droit, malgré le fait que sa pointe soit beaucoup plus fine. On peut voir ici que le nœud n'a pas cassé, mais a bel et bien été coupé par la lame du couteau. Aucun souci au niveau du tranchant. Je vais essayer de passer au milieu de la pièce. Le fait que sa lame soit assez longue va nous permettre d'attaquer des morceaux quand même assez gros. On va avoir la pointe qui dépasse vraiment, tout en étant assez loin de la garde, ce qui nous permettrait même sur des sections beaucoup plus petites de ce type de pouvoir taper devant et derrière. Voilà ce qui peut être le problème avec ce genre de lames qui ont un contre-tranchant, c'est qu'on va venir user beaucoup plus vite la massue avec laquelle on tape, donc une massue en hêtre. J'en suis déjà pas mal servi, mais en tout cas le fait qu'il y ait un contre-tranchant doit jouer sur l'usure du bâton. Je vais quand même essayer de passer à travers cette pièce avec mon bâton raccourci, voir si on peut aller au bout du travail. Sachant que le couteau fait juste un tout petit peu plus de 4 mm, il ne va pas vraiment écarter le bois, comme le ferait un couteau beaucoup plus épais de l'ordre de 6 mm, mais on va pouvoir quand même passer assez facilement sur les bâtonnages. Voilà au niveau des traces que ça peut laisser au niveau du contre-tranchant. Et ça va être un peu le même problème sur les couteaux qui ont une lame de scie sur le dos, puisque lorsqu'on va taper, ça va abîmer la massue et rendre le bâtonnage un petit peu moins efficace. Je vais arrêter là sur le bâtonnage de cette grosse section, puisqu'on, comme on peut le voir, le couteau est tordu, donc n'est pas adapté aux gros travaux. On peut voir que la pièce de cuir ici est complètement décollée. Donc à terme, si on continue de taper sur le pommeau, ça risque sûrement de casser la soie. Voilà, ici clairement on voit que le manche redescend.
Donc on va pouvoir bâtonner avec sans aucun problème, malgré le fait que son contre-tranchant abîme un petit peu le bâton. Mais pour les gros travaux, c'est clairement pas le couteau le plus adapté. Pour les travaux les plus lourds, il sera recommandé d'avoir un couteau en plate semelle. Donc la plate semelle, c'est-à-dire qu'on va avoir l'acier qui parcourt intégralement le manche. Et ensuite, il y a le manche qui vient en sandwich par-dessus. Sur une soie traversante comme ici, on va avoir finalement la lame et ensuite comme une tige d'acier qui va parcourir le manche. Donc soit en 3/4, elle s'arrêterait ici, ou alors une soie traversante complète comme c'est le cas là. Donc les soies traversantes complètes sont les plus solides des soies qu'on puisse avoir. Et ensuite on va avoir la soie qui se termine par un petit trou. Et ici on a un rivet qui vient s'insérer dans le pommeau et dans le petit trou de la soie, donc qui ressort au bout. Donc c'est une soie traversante intégrale puisqu'on peut voir qu'elle ressort de l'autre côté. Quoi qu'il en soit, même si ça sera la plus solide des soies, ça sera beaucoup moins adapté aux lourds travaux qu'une plate semelle. On va voir ce que peut donner le couteau et sa prise en main sur quelques coupes à la volée. Donc pour les petits branchages, on n'a aucun souci. On a vraiment une très bonne prise en main puisque le cuir et les rainures ne vont pas glisser de la main. Donc ça va permettre d'avoir une prise en main complète, puissante ici, pour venir taper. Bien que le couteau soit léger, qu'on ne ressente pas trop de poids à l'avant lorsqu'on l'a en main, on va quand même avoir une bonne inertie. Et on va pouvoir prendre un petit peu plus loin, à 4 doigts ici, voire à 3 doigts, même s'il n'y a pas de dragonne, puisqu'on a une bonne accroche du cuir, ainsi qu'une bonne accroche au niveau du pommeau. On va voir ce que ça peut donner sur cette branche un petit peu plus grosse. Pas de souci non plus. Très bonne prise en main, très bonne pénétration du couteau. Toujours un petit peu plus gros ici. Pas de problème. Au niveau des coupes à la volée, c'est vraiment efficace. Le manche est bien gros, on va pouvoir positionner sa main plus en avant ici, ou vraiment plus en arrière, ce qui offre plusieurs possibilités de coupe, avec toujours cette même accroche grâce aux rainures au niveau du cuir. On peut voir qu'on peut passer à travers de belles sections avec ce couteau. Je vais essayer de passer à travers ce tronc, donc on vient débrancher au bout, avec des coupes à la volée et du bâtonnage à plat, ce qui permettra également de libérer cet arbre qui gêne ce petit frêne qui pousse. Bon, au niveau des coupes à la volée, on peut voir que le couteau est quand même vraiment efficace et très agréable, comme on l'a vu tout à l'heure. Donc ça va être le même bilan ici, sur cette section beaucoup plus grosse. Donc évidemment, des sections qu'on travaillera habituellement plus avec une hache, ou à la scie carrément. Mais comme on est dans le test du couteau, j'essaye avec. Et c'est vraiment surprenant d'efficacité. Voilà, le couteau ne glisse pas en main, même lorsqu'on le tient avec 3 doigts ou 4 doigts, ce qui est vraiment appréciable. Je vais venir essayer de terminer la section en tapant sur le couteau. Je vais éviter de taper sur le pommeau du coup, puisque ça a l'air de créer beaucoup de jeu dans la soie. On va essayer juste en tapant sur la lame. Alors pour ce genre de travaux, c'est vraiment appréciable d'avoir une longue lame, puisqu'on va avoir de la place pour taper devant, au niveau de la pointe. Ça va rendre le travail beaucoup plus facile qu'avec un couteau beaucoup plus court. On progresse vraiment très vite dans le bois. Les moutures plates du couteau rentrent très bien. Ceci associé avec la longueur de la lame rend le travail vraiment efficace et agréable.
niveau du manche, on ne ressent pas de vibration. Le cuir encaisse bien les chocs. Donc c'est un travail qui est agréable, même si clairement ça va être assez long de passer à travers cette section. Moyennant quelques efforts, il sera toujours possible de passer à travers de bons bouts de bois, tout en étant confortable grâce aux manches et à l'aise grâce à la longueur de la lame. Voilà, on a libéré la partie qui maintenait le petit frêne, qui est maintenant libre. Je vais venir débiter cette branche qui reste, qui gêne encore un petit arbuste. Donc une branche bien sèche, voir un petit peu si le tranchant va résister au choc. Aucun souci avec tous les tests de coupe à la volée que j'ai pu faire hors vidéo. Et aujourd'hui, le fil est toujours intact. Toujours grâce à sa prise en main et sa bonne inertie, on va pouvoir venir à bout de petites branches en un seul coup, ce qui peut être plutôt efficace pour éviter d'avoir à sortir la hache. Pour clore le chapitre sur les lourdes tâches, je vais venir bâtonner cette section de résineux, qui est un bois donc beaucoup plus tendre que le hêtre qu'on a vu tout à l'heure. Cette fois-ci, je ne taperai pas sur le pommeau, étant donné que, contrairement à ce que je pensais, on ne va pas pouvoir taper dessus, ça va créer un jeu dans la soie. Donc je vais venir constituer un petit peu de petits bois. Ensuite, on fera un petit peu de feather stick pour lancer un petit feu. Donc du coup, comme on ne peut pas taper sur le talon, c'est un petit peu embêtant. Il faut venir redresser son couteau lorsqu'il se coince. Il faudra donc bien faire attention lors des bâtonnages à être sûr de pouvoir replacer le couteau à la main. J'arrive au niveau d'un petit nœud, ça devrait passer sans aucun souci. Il n'y aura pas de problème pour ce genre de bois, même si le diamètre était quand même assez gros. La taille au niveau de la lame, on faisait pratiquement à sa longueur. Et le bois étant plus tendre, ça ne pose pas de souci. On peut même venir se constituer des petites planchettes. Évidemment, pour le bâtonnage plus léger, il n'y aura aucun problème non plus avec ce couteau. On va pouvoir passer à travers des fibres vraiment très facilement, même si encore une fois, il ne fait que 4 mm d'épaisseur. Voilà, sur ce genre de bois, c'est vraiment un jeu d'enfant. Avec cette lame, et du coup on va être très agréablement placé, parce qu'encore une fois on ne ressentira pas de vibration au niveau de la main, et que grâce à sa longue lame, on pourra passer à travers de sections assez conséquentes sans aucun souci. Même s'il sera toujours tout à fait possible de venir bâtonner des petites sections de bois qui ne sont pas très dures, ou alors des petites sections de bois dur à un diamètre vraiment raisonnable, ce n'est pas un couteau qui sera vraiment à l'aise sur le bâtonnage, puisqu'il ne va pas très bien écarter le bois, étant donné qu'il n'est pas très épais. Il va user la massue avec son contre-tranchant. On ne peut pas taper au niveau du talon pour redresser le couteau, et on peut voir quand même qu'après tous ces chocs, il a pris un petit peu de jeu au niveau de la garde ici. Donc ça serait plutôt un couteau réservé aux tâches plus classiques de couteau, en ayant un plus gros outil, une hache, une scie, les deux, pour pouvoir passer à travers du lourd travail. Pour les tâches plus fines, je vais d'abord venir m'attarder sur les feather sticks. Au niveau de la prise en main, on est vraiment très bien placé sur le couteau. On ne ressent vraiment aucune gêne pour venir travailler sur les feather sticks. Les moutures plates du couteau et son fil en V rendent encore une fois le travail vraiment agréable. On a juste à venir accompagner le couteau pour que ça décolle de fin coupé. Le fait que sa lame soit longue ne gêne absolument pas le travail, parce qu'on n'a pas vraiment beaucoup de poids à l'avant. Du coup on va avoir un grand contrôle. On va pouvoir placer la main très proche de la garde
sans que celle-ci vienne gêner. Donc aucun souci pour ce genre de petit travail. Au niveau de son dos de lame, avec son revêtement, on ne va pas venir créer d'accroche pour gratter le fire steel. Une fois qu'on est passé plusieurs fois, en usant un petit peu la peinture, on va pouvoir décoller quelques étincelles, mais ça sera toujours moins efficace que le grattoir du fire steel. Le fait que le manche soit vraiment rond, légèrement ovale, il n'ait pas de forme particulière au niveau de son ergonomie, va nous permettre d'être vraiment à l'aise dans toutes les positions. Donc pour les feather sticks, je l'ai pris vraiment très proche ici. Il n'y a aucun souci étant donné qu'on ne force pas. On n'a pas de problème avec la garde qui dépasse au niveau du pouce, ni au niveau de l'index. On a une très bonne prise en main avec le couteau qui remplit très bien la pomme, ce qui est plutôt agréable pour ce genre de travail. Pour continuer sur les tâches plus communes qu'on a à faire avec un couteau, on va se retrouver avec un manche très simple, mais qui va être très agréable au niveau de sa prise en main. Donc au niveau de coupe puissante, on va être très bien placé. Le couteau remplit bien la main comme on l'a vu. Il est quand même assez long pour pouvoir poser dans la pomme. Et on va avoir un tranchant très efficace qui va nous permettre de venir par exemple écorcer ou passer à travers une branche de bois sans trop de soucis. Et venir se constituer des pointes, etc. Donc sans douleur au niveau de la main, ce qui est plutôt agréable. Puisqu'on va pouvoir vraiment pousser dessus. Et au niveau de son tranchant, on est sur quelque chose d'efficace. Et le ricasso ici ne va pas gêner lorsqu'on va venir pousser. On n'aura pas tendance à venir attraper le bout de bois près de la garde, mais on va vraiment avoir tendance à venir attraper directement au niveau du tranchant. Ce qui rend le travail sur les coupes classiques, coupes puissantes, bien efficace. Et cette coupe puissante va nous permettre également de passer sous l'écorce sans aucun souci. Grâce au tranchant en V et à son émouture plate, il n'y a pas de souci sur ce genre de tâche. Si la position de la main au niveau de la prise puissante et classique n'est pas un souci, il va quand même falloir prendre un petit détail en compte, ça va être la garde ici. Donc au niveau de cette partie, si on prend vraiment très proche du manche, la garde va avoir tendance à appuyer au niveau de la main, ce qui va être un petit peu désagréable. Donc ici, si on vient pousser et forcer, on va avoir la garde qui rentre au niveau de la main. Donc pour ce genre de tâche, il vaut mieux décaler légèrement la main en arrière. Ici, il n'y aura pas de souci. La garde ne viendra pas toucher et on pourra continuer sur un travail agréable. Il y a deux autres types de coupes où le dessus de la garde va gêner quand même au niveau du confort. Ça va être pour venir placer le pouce sur le dos de lame, puisqu'on va complètement avoir la garde ici dans le creux du pouce. Cependant, ça va rester possible. Même si au niveau du placement, ça ne va pas être des plus agréables, puisqu'il va falloir prendre cette garde en compte. Et on va tout à fait pouvoir venir poser également le deuxième doigt sur le dos de lame pour venir peaufiner des encoches. C'est pas un souci, mais ce petit ergot ici peut être un petit peu gênant pour ce genre de travail. Autre type de coupe où la garde peut un petit peu gêner, cette fois-ci plus la garde en bas, ça va être pour les coupes puissantes, où on va placer ici la main sur le couteau et venir tirer. Donc il n'y a aucun souci au niveau du tranchant, le couteau pénètre vraiment très bien et ce genre de coupe reste très efficace. Par contre la garde va vraiment venir appuyer fortement sur l'index, ce qui peut être un petit peu gênant. Du coup il va falloir, si on veut plus de confort, décaler un tout petit peu la main, mais ici ça va créer un petit peu plus de bras de levier, donc rendre cette prise un petit peu moins confortable que si on pouvait vraiment prendre le couteau au plus proche de la garde. Cependant si ça reste des coupes occasionnelles, il n'y a aucun souci à partir du moment où on ne va pas faire ce genre de coupe toute la journée. Ça reste quand même vraiment pas mal, étant donné qu'encore une fois, le manche reste vraiment très confortable dans toutes les positions, que ce soit en puissante, sur le côté, lorsqu'on vient taper, avec le talon, etc. Le manche tombe vraiment bien en main, dans tous les sens, et offre toujours un excellent grip. En ce qui concerne le grip de ce couteau, donc on a les mains humides, que le couteau soit mouillé, plein de sable, plein de terre, ou quoi que ce soit, on va quand même avoir
un bon grip, étant donné qu'on a le cuir qui absorbe un petit peu l'eau, et surtout ces rainures qui vont vraiment toujours se caler au niveau de la main, donc aucun souci pour toutes les positions que l'on connaît sur le couteau, avec les mains qui sont humides. Si l'eau ne sera pas gênante pour le grip, on a ici un acier au carbone qu'il conviendra d'entretenir. Donc il faudra venir le sécher et éventuellement l'huiler avant de le stocker chez soi pour éviter la rouille, même si le revêtement noir va aider en ce sens. Hormis ces quelques détails au niveau de la garde, donc, on va être sur un couteau qui reste performant dans la coupe de bois, avec lequel on va pouvoir travailler longtemps grâce au confort du manche. On peut varier les positions sans souci à partir du moment où on prend en compte ces petits ergots de la garde. Voilà, le moins confortable de toutes ces petites problématiques de garde restant le pouce sur le dos de lame avec la garde supérieure qui gêne un peu. Même si son talon n'acceptera pas les chocs ici, ce qui va jouer sur la soie comme on l'a vu, on pourra toujours venir taper dessus pour refendre des petites sections de bois, pour avoir du tout petit bois pour lancer le feu. On pourra également s'en servir pour venir taper. Donc pour venir taper ici, on n'aura aucun souci avec ce talon, qu'il va être assez solide étant donné qu'il est en métal avec la soie qui traverse. Et ce qui est vraiment agréable, c'est qu'il est vraiment plat. Donc on va pouvoir poser son couteau ici tout droit, ce qui prouve bien qu'il est bien dans l'axe de la lame, ce qui rend le travail agréable à ce niveau-là. Il va être également très intéressant, puisqu'il est rond et plat, pour venir planter les sardines, pour venir y placer le tarp. Un pommeau qui est quand même bien résistant, et une prise en main qui est vraiment très intéressante, puisqu'on est loin du talon, donc on va pouvoir taper assez fort sans risquer de taper les doigts. Et au niveau de la prise en main, toujours avec ce cuir et ces rainures, la main ne va absolument pas bouger. Donc même si on vient à taper un long moment, on ne va pas avoir tendance à se retrouver ici en fin de manche et risquer de se taper la main, puisqu'elle ne bougera pas du sommet du manche. Pour refendre de toutes petites sections, il n'y a pas de souci, on peut venir taper sur le talon. Ensuite, on vient tordre notre petit bâton qui finit par se refendre. Donc le fait que sa pointe soit très fine va nous permettre d'accéder à un travail vraiment très fin. Par contre, comme la pointe est fine, ça va moins écarter le bois que si on avait un couteau beaucoup plus épais. En tout cas, ça reste bien efficace pour ce genre de travail. Voilà, on peut venir se constituer une base de tout petit bois pour démarrer le feu. Dernier détail concernant son talon, le fait qu'il soit bien plat va nous permettre de donner des petits chocs avec la paume de la main sans se faire mal. Toujours pour venir à bout de petites sections, si toutefois on n'a pas de massue. Pour toutes les tâches assez classiques qu'on aurait à faire dans les bois, aucun souci par exemple pour venir se constituer un petit piquet, on va pouvoir venir taper pour venir couper le bois comme on veut, ou alors venir se tailler une petite pointe comme ça, ou en coupe puissante, ou encore avec le genou qui appuie ici sur le couteau. Donc là ça va être un gros avantage puisqu'on va avoir une bonne longueur de lame et on va avoir beaucoup de choix pour travailler dessus. Ensuite on vient recouper l'autre côté plat avec une petite coupe à la volée, et grâce à sa prise en main on va pouvoir venir se tailler une petite encoche tout en étant seulement gêné par l'ergot supérieur. Voilà, en quelques secondes, on peut par exemple se constituer une petite sardine pour venir placer son tarp. Ensuite, grâce au talon, comme on l'a vu tout à l'heure, on va pouvoir venir taper pour le planter sans aucun souci, avec un grand confort étant donné qu'on est bien à plat. Malgré le gabarit assez gros du couteau et sa longue lame, on va être vraiment bien placé sur les coupes classiques de couteau. On pourrait même venir se servir du ricasso ici pour poser le doigt, même si ça n'est pas fait pour vraiment travailler en précision. Donc malgré le fait que ce soit une soie traversante
qu'on ait donc peu d'acier à l'intérieur du manche et que le manche soit constitué de cuir, ce qui est quand même assez léger, on ne va pas ressentir beaucoup de poids vers l'avant, ce qui ne va pas gêner lors des coupes à la volée puisqu'on a quand même une bonne inertie et ce qui ne gênera pas non plus au niveau des coupes classiques puisqu'on ne va pas avoir un travail trop fatigant pour venir contrecarrer la pointe ici. On va pouvoir quand même venir tenir le couteau facilement en le sentant vraiment léger en main pendant longtemps. Voilà grosso modo où se situe l'équilibre du couteau, un tout petit peu après la garde. On va s'attarder un petit peu sur la pointe. Une pointe vraiment très acérée, qui ne pose pas de problème lorsqu'on vient taper dessus, même si elle est affinée. Le couteau ne vient pas se tordre à l'avant, la pointe ne vient pas se casser. Et on va voir un petit peu ce que ça peut donner pour faire des petits pré-trous pour le feu à l'archer. Au niveau de sa prise en main, on n'a pas trop de problème, puisqu'on a vraiment la place sur la lame, qui est quand même assez large. Par contre, au niveau du pré-trou en lui-même, même si la lame pénètre très bien à l'intérieur du bois, ça va pas être des plus efficaces pour faire les pré-trous, parce que la première partie du tranchant est vraiment très fine, donc on ne va pas attraper beaucoup de bois, et au niveau du confort de la main lorsqu'on va tourner, le contre-tranchant va un petit peu gêner au niveau de l'index. Cependant, ça reste tout à fait faisable. Bien entendu, comme avec tous les couteaux, il reste possible de faire un trou ou un pré-trou, mais ça n'est pas la pointe au format le plus adapté, ni au niveau de sa prise en main avec le contre-tranchant. Avec son étui en cuir et son manche tout cuir, c'est un couteau qui pourrait également faire partie d'un kit plus traditionnel. Pour l'étui du couteau, on a affaire à un étui tout cuir qui est fabriqué au Mexique. Le couteau, lui, est fabriqué aux États-Unis. L'étui est vraiment très simple au niveau de sa conception. Donc on voit vraiment que c'est quelque chose qui s'accorde très bien avec le look assez ancien du couteau. Au niveau des finitions, le travail n'est pas extraordinaire. On a un martyr qui est fini, mais sans grand détail. Les coutures sont propres. Et on peut voir que le couteau est maintenu avec les coutures, mais également avec des rivets tout autour de l'étui. Un rivet qui va également maintenir ici le passant ceinture. Au niveau de son passant, justement, on est sur un très gros passant qui acceptera tout type de ceinture. Donc rappelons que c'est quand même à usage militaire à la base. Du coup, il peut y avoir des gros ceinturons de l'armée qui rentreront sans aucun souci à l'intérieur de ce passant. Pour maintenir le couteau en place, on va simplement venir l'insérer et appuyer jusqu'à la garde. Donc ici, le couteau tient déjà pas mal. Donc si je secoue vraiment, voilà, il finit par sortir. Mais ici, on a une petite pression qui va venir sécuriser le couteau. Ici, aucun souci. On va pouvoir bouger dans tous les sens sans qu'il ne sorte, bien qu'il bouge légèrement. Puisqu'ici, on a le cuir du passant qui fait pression sur le cuir du manche. Donc aucun souci au niveau de la sécurité. D'autant plus que la pression étant placée en avant, ça pourrait s'ouvrir dans les branches. Mais comme le cuir dépasse que légèrement de la pression, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Ça m'est encore jamais arrivé qu'il s'ouvre. Incrusté dans le cuir, on va retrouver les initiales USMC ici, avec le logo des Marines et la marque Ka-Bar. L'ensemble étui cuir et manche en cuir s'accordent vraiment très bien. On va voir un petit peu ce que ça peut donner à la ceinture. Voilà ce que donne le couteau à la ceinture, donc ça reste quand même un couteau assez grand. S'il y a du balancement, on peut toujours placer une petite cordelette dans le trou ici. Un trou qui va permettre également à l'eau de s'évacuer un petit peu lorsque le couteau tombe dans l'eau ou qu'on passe dans une rivière.
Au niveau de son port, c'est très agréable puisqu'on a le pommeau qui ne dépasse pas la ceinture. On peut manipuler l'étui à une seule main, on vient d'éclipser la pression assez facilement. On sort le couteau. Ce qui est agréable, c'est que le couteau va pouvoir tenir dedans lorsqu'on fait des tout petits déplacements. On ne risque pas de le perdre parce qu'il y a quand même une petite accroche au niveau du cuir. Par contre, si on vient à se déplacer, évidemment, il faudra remettre la pression. Pression qu'on peut remettre très facilement d'une seule main également. Au bout du compte, c'est un étui très simple de conception, avec un martyr qui vient faire tout le tour de l'étui pour le protéger le cuir de la pointe et du tranchant du couteau. En tout cas, ça reste vraiment très efficace. Voilà, lorsqu'on vient placer le couteau dans l'eau, on va voir que ce petit trou, comme sur un étui Kydex, sert à éviter qu'il y ait un maximum d'eau qui stagne à l'intérieur. Mais du coup, le cuir va absorber un petit peu l'eau également, l'humidité. Du coup, quoi qu'il arrive, même si on a ce petit trou en bas, le couteau sera quand même emprisonné dans une grosse humidité et finira par rouiller si on n'en prend pas soin. Au bout du compte, avec ce Ka-Bar USMC, on se retrouve avec un couteau qui n'a pas directement été conçu pour aller travailler dans les bois et qui se révèle quand même très efficace au niveau de sa prise en main, puisqu'on va avoir un grand confort dans n'importe quelle position grâce aux manches assez ronds en cuir. Les petites gardes peuvent gêner occasionnellement sur certaines coupes, mais on reste vraiment quand même bien placé dans l'ensemble, avec un manche qui agrite très bien grâce à ses rainures, un pommeau très bien façonné, qui est bien plat, bien pratique et bien efficace. Une lame assez longue qui va nous permettre d'être confortablement placé sur les bâtonnages et qui va rendre le travail des coupes à la volée possible, même si le couteau n'est pas très lourd, n'a pas beaucoup de poids en avant. Un couteau qui reste à prendre avec des pincettes au niveau du gros bâtonnage, sachant qu'on ne peut pas taper comme on l'a vu au niveau du talon, sinon on risque de tordre un petit peu le couteau comme je l'ai fait sur le mien. Par contre, il faut savoir que je prends toujours du hêtre sur tous les tests de mes couteaux pour qu'il y ait une équité avec tous les couteaux que je teste. Mais on ne sera pas forcément amené à travailler sur du hêtre et surtout pas forcément sur des sections aussi grosses. Donc pour tout le bâtonnage qu'on aura à faire de manière plus classique, d'ailleurs j'ai beaucoup fendu de hêtre d'un gabarit beaucoup plus raisonnable avant le test et le couteau n'avait pas bougé, même en tapant au niveau du talon. Donc en fait c'est un couteau qui va pouvoir quand même s'acquitter de tâches assez conséquentes, de gros bâtonnage à prendre avec des pincettes sur le gros travail, mais on va pouvoir quand même passer à travers de belles sections de bois sans causer de dommages au couteau. Au niveau de sa lame, on est sur un ensemble qui est quand même très tranchant, très agréable sur les coupes de bois. Le tranchant ne rase plus après tous les tests, mais en tout cas il n'a aucun chips, l'acier n'a pas roulé, il est toujours intact. Voilà donc un couteau qui a sa part d'histoire, que l'on peut très bien amener avec nous dans les bois, même si à la base il n'est pas fait pour. En espérant que cette vidéo vous ait été utile, merci et à bientôt.